Pourquoi refuses-tu de sortir avec quelqu'un? La question avait échappé à Évelyne Moreau au moment précis où Antoine Duval se levait pour ranger son bureau, comme il le faisait chaque jour depuis qu'il travaillait dans l'entreprise. Il ne l'évita pas, ne rit pas, ne parut pas mal à l'aise. Il s'arrêta simplement, la main sur la poignée de la porte, le regard baissé d'une manière qui lui serra le cœur sans qu'elle s'y attende. Elle ignorait que la réponse qui allait suivre briserait tout ce qu'elle croyait sur l'ambition, sur l'amour et sur les promesses que l'on tient quand personne ne regarde plus. Évelyne Moreau était devenue directrice financière à un âge où beaucoup débutaient encore leur carrière, la plus jeune dans l'histoire septuagénaire de l'entreprise. Le conseil d'administration s'était interrogé. L'avait-elle mérité ou hérité? Son père avait été un actionnaire majeur avant sa mort. Chaque décision qu'elle prenait était examinée au microscope, chaque succès attribué à la chance ou au népotisme plutôt qu'à son talent. Alors elle travaillait plus dur, restait plus tard, exigeait plus. Elle avait bâti sa réputation sur des normes intransigeantes et attendait que tous autour d'elle partagent sa soif de réussite. Pour elle, le dévouement n'était pas seulement arriver tôt ou travailler le week-end. C'était un état d'esprit, un abandon total à l'excellence. Et c'est pourquoi Antoine Duval la frustrait depuis le premier jour. Il était brillant dans son travail. Analyste financier senior, rapport impeccable, jamais un délai manqué. Ses projections étaient plus affûtées que celles de collègues bien plus expérimentés. Les clients le demandaient spécifiquement pour les comptes complexes. Ses évaluations étaient irréprochables. Pourtant, chaque jour, sans exception, il se levait et partait. Sans excuse, sans culpabilité, sans rester pour une dernière tâche. Tandis que les autres restaient en tard pour l'impressionner ou se faire remarquer, Antoine disparaissait simplement. Chaque soir, le bureau en murmurait. Karine de la comptabilité l'appelait le fantôme. Marc des opérations plaisantait sur sa transformation en citrouille au coucher du soleil. La théorie courante était qu'il était soit incroyablement arrogant, soit profondément paresseux, quelqu'un qui se reposait sur un talent naturel sans véritable ambition. Évelyne avait promu 3 personnes au cours de l'année écoulée. Antoine n'en faisait pas partie. Malgré qu'il soit objectivement le meilleur candidat à chaque fois, elle lui avait offert le poste de manager senior, il avait refusé. Elle lui avait proposé le rôle de directeur avec une augmentation substantielle, il avait refusé. Elle lui avait suggéré la position de chef analyste pour leur nouvelle succursale à Marseille, une opportunité décisive pour une carrière. Il avait encore refusé. À chaque fois, sa raison était la même « J'apprécie, mais je ne peux pas assumer des responsabilités en soirée ». Cela la déconcertait, l'insultait même. Elle lui tendait les clés du royaume et il les refusait parce qu'il ne pouvait ou ne voulait pas rester après l'heure du dîner. « Tu gaspilles ton potentiel », lui avait-elle dit après le 3e refus, incapable de cacher son irritation. Antoine l'avait regardée avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Triste, fatiguée, résignée. Tout le monde ne grimpe pas vers la même chose, mademoiselle Moreau. La réponse l'avait hantée, comme une écharde qu'elle ne pouvait atteindre. Qu'est-ce qui pouvait être plus important que de bâtir une carrière? De créer quelque chose de soi? Elle décida qu'il manquait de motivation. C'était la seule explication qui avait du sens pour quelqu'un qui avait sacrifié relations, passe-temps et la moitié de sa jeunesse pour occuper le fauteuil où elle siégeait maintenant. Antoine Duval avait l'âge d'un homme en pleine maturité, avec cette compétence discrète qui le rendait presque invisible dans un environnement corporate obsédé par l'autopromotion. Il ne déjeunait pas à la cantine, n'assistait pas aux apéros, ne participait pas aux intrigues de bureau, ni ne cherchait les faveurs de la direction. Mais son travail parlait pour lui. Il avait détecté une erreur comptable de plusieurs millions que 3 auditeurs avaient manqué. Il avait restructuré le système de portefeuille client si efficacement que le temps de traitement avait chuté de 40%. Il avait mentoré 2 analystes juniors qui avaient ensuite reçu des reconnaissances à l'échelle de l'entreprise. Pourtant, quand Évelyne relut son dossier pour la énième fois, essayant de le comprendre, elle trouva quelque chose d'étrange. Avant son arrivée ici, son parcours était agressif. Il avait travaillé dans un cabinet de conseil prestigieux,
enchaînant les semaines interminables, voyageant à l'international sur la voie rapide vers un partenariat. Puis, abruptement, il avait pris un congé sabbatique. Quand il était revenu sur le marché du travail, c'était ici, dans un poste intermédiaire dans une firme plus modeste, avec un salaire bien en deçà de son ancien niveau. Et il n'avait plus jamais travaillé tard. Quelque chose s'était produit. Quelque chose d'assez significatif pour remodeler entièrement ses priorités. Evelyn voulait le rejeter comme un burn-out ou une crise personnelle dont il ne s'était jamais remis. Mais sa façon de travailler, concentrée, méticuleuse, présente, ne suggérait pas quelqu'un de brisé ou vaincu. Cela évoquait quelqu'un qui avait fait un choix qu'elle ne comprenait pas. Antoine Duval traversait le parking souterrain jusqu'à sa berline usée. Ce n'était pas la voiture d'une ancienne étoile montante d'un cabinet de conseil. Elle était pratique, fiable, remboursée. Il prenait le même itinéraire chaque soir. Quelques minutes dans les embouteillages modérés, sorti sur l'avenue du bord de Seine, tournant à gauche au deuxième feu. Il se garait sur le parking du centre de soins longue durée Aurore. Le bâtiment était plus récent que la plupart des établissements similaires, avec de grandes fenêtres et un jardin intérieur. Il s'efforçait de ne pas ressembler à ce qu'il était. Un lieu où les gens venaient quand l'avenir se réduisait à un présent immuable. Antoine signait à l'accueil. La réceptionniste, Claire, le connaissait par son nom. « Bonsoir Antoine. Elle a passé une bonne journée aujourd'hui, très calme. »« C'est bien. »« Merci Claire. » Il descendait le couloir est, passant devant des chambres où des résidents âgés regardaient de la télévision ou restaient assis en fauteuil roulant, leurs yeux suivant les mouvements sans reconnaissance. Chambre 217. Il frappait doucement, même s'il savait qu'il n'y aurait pas de réponse, et entrait. Isabelle Duval était allongée dans le lit ajustable, inclinée légèrement. Ses cheveux blonds, qu'Antoine avait lavés et tressés ce matin avant le travail, commençaient à se défaire. Ses yeux étaient ouverts, mais absents, fixés vers la fenêtre où la lumière filtrée passait à travers des rideaux fins. Elle avait l'âge d'une femme dans la fleur de l'âge. Elle était dans cet état depuis longtemps. Antoine posa son sac, tira la chaise plus près du lit et prit sa main. Ses doigts étaient chauds, son pouls régulier. Les machines surveillant ses signes vitaux bipaient doucement en fond. « Salut, I », dit-il à voix basse. Il fouilla dans son sac et en sortit le livre qu'ils lisaient ensemble, un roman policier qu'elle avait entamé à mi-chemin quand l'accident était survenu. Il avait recommencé depuis le début, lisant un chapitre chaque soir. Ils en avaient terminé plusieurs dizaines. « Où en étions-nous » murmura-t-il, tournant jusqu'à la page cornée. « Ah oui. » Chapitre 12. Le détective vient de trouver le deuxième indice. Il lut pendant un moment, sa voix stable et calme, jetant où est un regard pour voir si son expression changeait. Elle ne changeait jamais. Une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux d'Isabelle et ajuster sa perfusion. Antoine s'écarta, attendant patiemment. « Vous êtes très régulier, » dit l'infirmière, Patricia, avec chaleur. « Beaucoup de familles. Eh bien, elles cessent de venir aussi souvent après un temps. » Antoine ne répondit pas à cela. Il la remercia simplement et reprit sa place une fois qu'elle fut partie. Il sortit une brosse de son sac et lissa doucement les cheveux d'Isabelle, les retressant avec une efficacité pratiquée. Il hydrata ses mains, sèches à cause de l'air climatisé. Il ajusta la couverture, de petits gestes de soin qui n'avaient plus de destinataire pour les reconnaître, mais il les faisait quand même. Il se pencha et pressa un baiser sur son front. « À demain, I, je t'aime. » Il se leva, ramassa ses affaires et repartit par le couloir. Le même chemin, le même rythme, chaque jour. Antoine déverrouilla la porte de sa modeste maison de 2 chambres. L'hypothèque était gérable, le quartier sûr, la cour juste assez grande pour une balançoire. « Papa !» Chloé Duval, avec les cheveux blonds de sa mère et les yeux gris de son père, accourut du salon où Madame Bertrand, la baby-sitter du soir, rangeait son tricot. « Salut, ma chérie !» Antoine la souleva et elle enroula ses bras autour de son cou, avec cet amour féroce et sans complication
que seuls les enfants possèdent. Comment va maman ? Demanda Chloé comme chaque soir. Elle va bien. Elle repose paisiblement. Tu lui as lu ? Oui ? Chapitre 12. Celui avec l'indice au port. Antoine sourit. Chloé connaissait l'intrigue de chaque livre qu'il lisait à Isabelle parce qu'il la racontait pendant le dîner. C'était sa façon de participer aux visites qu'elle ne pouvait pas faire. L'établissement n'autorisait pas les enfants dans l'aile des comas prolongés. Une politique qu'Antoine comprenait et regrettait à la fois. C'est celui-là. Madame Bertrand ramassa son manteau. Elle a dîné, fini ses devoirs, et nous avons pratiqué le piano un moment. Elle est tout à vous. Merci Louise. À demain. Je serai là. Après son départ, Antoine et Chloé s'installèrent dans leur routine du soir. Bain, pyjama, brossage de dents. Puis ils s'assirent sur son lit, entourés d'animaux en peluche et de dessins scotchés au mur. Beaucoup des dessins montraient 3 personnes. Un homme grand, une petite fille et une femme aux cheveux jaunes allongée dans un lit avec des fleurs autour. Puis-je envoyer un nouveau dessin à maman demain ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas dessiner ? Nous 3 à la plage. Comme avant. Avant. Le mot plana, lourd d'un poids qu'une enfant ne devrait pas porter. Chloé était toute petite quand l'accident s'était produit. Un conducteur ivre, un carrefour pluvieux, un instant de timing catastrophique. Antoine était au travail. Isabelle rentrait de son club de lecture, les médecins avaient dit qu'elle pourrait ne pas passer la nuit, puis la semaine, puis ils avaient cessé de donner des délais. Elle respirait seule. Son cœur battait régulièrement. Mais la lésion cérébrale traumatique avait été grave et les chances de reprise de conscience diminuaient avec le temps. Après un certain temps, un neurologue avait doucement suggéré à Antoine de considérer d'autres options, de discuter de la qualité de vie, des directives anticipées, du lâcher-prise. Antoine avait quitté ce rendez-vous et n'était jamais retourné chez ce médecin. Chloé sortit une photo usée du tiroir de sa table de nuit, eux 3 à la plage avant l'accident. Isabelle riant, les bras autour d'eux, l'océan s'étendant à l'infini derrière. « Tu crois que maman les sent ?» demanda Chloé tout bas, fixant la photo. « Les baisers que tu lui donnes ?» La gorge d'Antoine se serra. C'était la question qui le hantait dans les heures sombres de la nuit, celle à laquelle il ne pouvait répondre avec certitude. « Je crois que oui, » dit-il. Parce que quoi d'autre pouvait-il dire à sa fille ? Je crois qu'elle sait que nous sommes là. Papa ? Oui, ma chérie. Tu me dirais si elle partait, hein ? Vraiment partir. Chloé. Il la serra contre lui, sentant son petit corps contre sa poitrine. Elle hocha la tête contre lui, satisfaite pour l'instant d'une réassurance qui pourrait ne pas tenir jusqu'aux questions de demain. Plus tard, après qu'elle se soit endormie, Antoine s'assit seul à la table de la cuisine. La 3e chaise, celle d'Isabelle, restait à sa place habituelle. Il ne l'avait jamais bougée, jamais utilisée, jamais laissée à quiconque. Elle attendait. Tout attendait. L'email arriva un matin. Présence obligatoire, gala annuel. L'assistante d'Evelyne l'avait marqué en haute priorité et envoyé à tout le personnel senior, y compris Antoine. Il le lut 2 fois, puis vérifia son calendrier comme s'il espérait que la date soit différente. Elle ne l'était pas. Il frappa à la porte du bureau d'Evelyne. Elle leva les yeux de son ordinateur, surprise. Antoine Duval n'initiait pas de réunion. Il ne passait pas pour des conversations informelles. Il existait dans une bulle soigneusement maintenue de compétences professionnelles et de distance personnelle. Antoine entrait. Il resta debout, la posture raide. « Je dois demander une exemption pour le gala. C'est obligatoire pour tous les analystes seniors. Nous recevons des clients majeurs. Votre présence compte. Je comprends, mais je ne peux pas assister à des événements en soirée. Ne pouvez pas ou ne voulez pas. » La question sortit plus tranchante qu'elle ne l'avait voulu, teintée de frustration accumulée. « Ne peut pas. Antoine, j'ai été patiente avec vos limites d'horaire, mais cela n'est pas négociable. C'est une soirée, 3 heures au maximum. Vous pouvez sûrement arranger cela. » Le mot fut calme mais absolu. Evelyne sentit sa mâchoire se crisper. « C'est votre carrière dont nous parlons,
Si vous voulez être pris au sérieux pour de futures opportunités, je ne veux pas. Elle cligna des yeux. Pardon ? Je ne veux pas d'opportunités futures ? Pas si elles exigent des engagements en soirée. C'était... Elle chercha le mot. Absurde. Vous avez l'âge d'un homme talentueux. Vous pourriez diriger un département bientôt, vice-président ensuite, mais pas si vous imposez des limites artificielles à votre disponibilité. Ce ne sont pas des limites artificielles, mademoiselle Moreau. Alors quoi ? Antoine resta silencieux un long moment, et elle vit quelque chose traverser son visage. De la douleur, peut-être, ou de l'épuisement. Ce sont les limites qui comptent plus qu'un titre. Rien ne compte plus que de bâtir quelque chose de significatif avec sa carrière, rétorqua Evelyne. C'est là qu'on trouve un but, un héritage, une sécurité. Vraiment ? Demanda Antoine doucement. L'avez-vous trouvé ? La question plana entre eux, plus intime et coupante que tout ce qui devrait se dire dans un bureau de patron. Evelyne sentit la chaleur monter à son visage. « Sortez. Mademoiselle Moreau, j'ai dit, sortez et soyez à ce gala Duval. Ce n'est pas une demande. » Il partit sans un mot de plus. Evelyne resta seule après son départ, fixant la porte fermée. « L'avez-vous trouvé ?» L'audace de la question la mettait en rage. Oui, elle avait trouvé un but dans sa carrière. Elle avait construit quelque chose de rien, s'était prouvée contre des obstacles insurmontables, créé une stabilité financière non seulement pour elle, mais pour des centaines d'employés, dont les vies dépendaient du succès de l'entreprise. Alors, pourquoi cette question semblait-elle atterrir dans un vide qu'elle avait soigneusement ignoré pendant des années ? Elle rouvrit le dossier d'Antoine, défilant les évaluations, cherchant la faille, la faiblesse qui justifierait sa colère. Il n'y en avait pas, juste une note d'il y a longtemps. Retour d'un congé personnel prolongé, demande d'horaire modifié. Qu'était-il arrivé pendant ce congé ? Pour la première fois, Evelyne voulait vraiment savoir. Avant le gala, Evelyne prit une décision qui la surprit elle-même. Elle convoqua une réunion d'urgence avec le comité d'organisation et annonça que le gala commencerait désormais l'après-midi au lieu du soir, restructuré en un cocktail bénéfice diurne. Son assistante la dévisagea. « Nous avons déjà envoyé 200 invitations. Envoyez des mises à jour. Faites en sorte que ça marche. Mais pourquoi ? Parce que je suis la directrice financière et que je le dis. » C'était un coup de force déguisé en accommodation. Et elle le savait. Elle se convainquit qu'elle le faisait pour éviter un conflit, pour garder un employé précieux productif. Mais en le voyant partir précisément après une courte présence au gala, ayant assisté, échangé avec des clients et performé impeccablement, elle réalisa quelque chose d'inquiétant. Elle avait réorganisé tout un événement d'entreprise pour une personne et elle ignorait encore pourquoi il en avait besoin. La semaine suivante, Evelyne se porta volontaire au centre de soins longue durée Aurore. Elle se dit que c'était pour l'avantage fiscal, pour l'initiative communautaire de l'entreprise. Pour l'image. Tout des mensonges. Elle avait cherché des établissements de soins près du bureau par curiosité et était tombée sur Aurore. Le nom lui semblait familier, comme entendu en passant. La coordinatrice des volontaires, Hélène, fut ravie d'avoir le nom d'une directrice financière sur leur liste et la programma immédiatement pour un soir. Evelyne arriva en jeans et pull au lieu de son tailleur habituel, se sentant étrangement déplacée. Hélène lui donna une brève orientation. « Nous avons surtout besoin d'aide dans les espaces communs, jouer aux cartes avec les résidents, lire pour ceux qui aiment, juste offrir de la compagnie. » Beaucoup n'ont pas de visiteurs réguliers. Evelyne hocha la tête, absorbant les couloirs calmes. L'odeur antiseptique masquée à peine par des diffuseurs de lavande. Le sentiment omniprésent que le temps s'écoulait différemment ici. Elle passait par le couloir et quand elle le vit. Antoine Duval assis sur une chaise près d'un lit d'hôpital, lisant à voix haute d'un livre. Evelyne se figea. La femme dans le lit était jeune, bien trop jeune pour un tel endroit. Ses yeux ouverts mais vides, son expression paisible mais absente. La voix d'Antoine était douce pendant sa lecture, s'arrêtant parfois pour vérifier une réaction qui ne venait jamais. Evelyne observa, cachée en partie par une porte, incapable de bouger. Il finit le chapitre, ferma le livre avec soin.
Il prit la main de la femme, la tenant entre les siennes. « Je t'aime, dit-il doucement. « À demain. » Il baisa son front, ramassa ses affaires et se leva. Évelyne recula, le cœur battant, et se glissa dans une chambre voisine avant qu'il ne la voie. Une fois ses pas éloignés, elle s'approcha du poste des infirmières, essayant de garder une voix décontractée. L'homme qui était là, en 217, est-ce un membre de la famille ? L'infirmière de garde, Patricia, sourit chaleureusement. « Oh, Antoine. Oui, c'est sa femme, Isabelle. Il vient chaque jour. Depuis si longtemps. Pluie ou soleil, il n'a jamais manqué. » Évelyne sentit l'air quitter ses poumons. Que lui est-il arrivé ? Accident de voiture. Lésion cérébrale traumatique. Elle est dans un état végétatif persistant depuis. L'expression de Patricia s'attrista. C'est déchirant. Elle est si jeune et il est si dévoué. La plupart des conjoints, ne restent pas aussi engagés aussi longtemps. Pourquoi continue-t-il à venir ? La question sortit en un murmure. Patricia la regarda, intriguée par l'intensité. Parce qu'il l'aime, parce que ses vœux signifient quelque chose pour lui. Dans la santé et la maladie, il le prend au pied de la lettre. Évelyne la remercia mécaniquement et repartit dans le couloir sur des jambes tremblantes. Elle s'arrêta devant la 217. Par la petite fenêtre de la porte, elle voyait Isabelle Duval allongée paisiblement. Des fleurs sur le rebord, des dessins scotchés au mur, des dessins d'enfants vifs et pleins d'espoir. Une fille. Il avait une fille, aussi. Tout s'emboîta avec une clarté dévastatrice. Les départs précoces, les promotions refusées, les frontières inflexibles. Il n'était pas désengagé de sa carrière. Il était pleinement engagé ailleurs. Évelyne quitta l'établissement sans finir son service volontaire. Elle s'assit dans sa voiture sur le parking tandis que le ciel s'assombrissait, les mains agrippées au volant. Elle pensa à son bureau d'angle, son titre impressionnant, son salaire à 6 chiffres. Elle pensa à Antoine Duval, lisant à une femme qui ne l'entendait pas, brossant des cheveux qui ne sentaient rien, posant des baisers qui ne recevaient pas de réponse. Chaque jour pendant si longtemps, et elle l'avait qualifié de démotivé. Le lendemain matin, Évelyne fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle invita Antoine à prendre un café. Hors site. Pas une évaluation, pas une discussion de travail, juste un café. Il parut méfiant, mais accepta. Ils s'assirent face à face dans un café tranquille. La foule matinale partit, l'espace entre eux empli de tout ce qui n'était pas dit. « J'étais à Aurore hier soir », dit enfin Évelyne. Volontariat. L'expression d'Antoine ne changea pas, mais elle vit sa main se crisper sur sa tasse. « Je t'ai vu, continua-t-elle, avec ta femme. » Un long silence. « Je ne savais pas, » dit Évelyne. « J'aurais dû demander. J'aurais dû. Je suis désolé. » Antoine expira lentement. « Vous n'étiez pas censé savoir. Je n'en parle pas au travail. » « Pourquoi pas ? Parce que les gens ne savent pas quoi en faire. Ils vous plaignent ou vous croient fou. Ni l'un ni l'autre n'aide. » Évelyne hocha lentement la tête. « Depuis quand est-elle » Il le dit automatiquement, comme quelqu'un qui comptait les jours. Accident de voiture. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Elle était partie avant que j'arrive à l'hôpital. Pas morte, mais partie. L'Isabelle que je connaissais a disparu cette nuit-là. Je suis tellement désolé. Tout le monde l'est. Sa voix n'était pas amère, juste fatiguée. Les médecins le sont. La compagnie d'assurance l'est. Nos familles le sont. Ils sont tous très dans le terrain, très désolés. Mais ils veulent que vous passiez à autre chose. Les parents d'Isabelle m'ont demandé de signer un ordre de ne pas réanimer après un temps. Mon frère m'a offert de m'aider à recommencer frais après un autre. Mon ancien patron m'a dit que je jetais ma vie quand j'ai pris ce job. Tout le monde a un avis sur ce que je devrais faire. Et toi, qu'est-ce que tu penses devoir faire ? Il la regarda droit dans les yeux, et le chagrin dans son regard était ancien et profond. Je pense que j'ai fait une promesse devant une centaine de personnes dans une église, avec des alliances, des témoins, et Dieu, ou l'univers, ou ce en quoi on croit veillant.
J'ai promis dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle n'est pas morte. Evelyne hésita. Elle ne va pas s'améliorer, n'est-ce pas, c'est pas non. Les médecins ont été très clairs là-dessus. Alors quoi ? Alors je devrais la considérer morte, passer à autre chose, trouver quelqu'un d'autre. La voix d'Antoine resta calme, mais quelque chose de tranchant y entra. C'est ce que les gens suggèrent. Ils ne le disent pas franchement, mais c'est ce qu'ils veulent dire. Ils disent que je suis jeune, que je mérite le bonheur, qu'Isabelle voudrait que je vive ma vie. Le voudrait-elle ? Probablement. Elle était généreuse comme ça. Mais ce n'est pas la question. Il posa sa tasse avec soin. La question est qu'elle n'est pas morte. Son cœur bat. Elle respire et j'ai promis d'être là dans la maladie. C'est exactement ce que cela signifie. Et ta fille ? Quelque chose changea sur son visage. Chloé est petite. Elle était toute jeune quand c'est arrivé. Elle se souvient à peine d'Isabelle telle qu'elle était, mais elle sait que sa mère est vivante. Et elle sait que je visite chaque jour. Que lui enseignerais-je si j'abandonnais ? Que les promesses ont une date d'expiration, que l'amour est conditionnel. Evelyne sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Je ne suis pas un saint », continua Antoine doucement. « Je ne fais pas ça pour être noble ou prouver quelque chose. Je le fais parce que je regarde Isabelle allongée là. Et je vois encore ma femme. Je me souviens encore de danser avec elle à notre mariage. Je me souviens de la façon dont elle riait quand Chloé a fait ses premiers pas. Je me souviens de 1000 petits moments qui ont composé une vie ensemble. Et tu n'as jamais pensé à sortir avec quelqu'un ? Demanda Evelyne enfin. Non. La cérémonie n'avait pas de clause disant « sauf si elle ne peut pas répondre » et si coquet pendant temps. Les mots planèrent en Telentrungo, chargés d'une dévotion qu'Evelyne n'avait jamais rencontrée. Elle pensa aux hommes qu'elle avait fréquentés superficiellement au fil des ans. Des relations terminées pour des inconvénients mineurs, quelqu'un qui ne répondait pas assez vite, qui était trop occupé par le travail, qui voulait des choses différentes. Rien de testé, rien de prouvé, rien qui exigeait du sacrifice. « Comment fais-tu » demanda-t-elle, chaque jour sachant que ça ne changera pas. Antoine resta silencieux un instant. « Je ne pense pas aux jours, je pense aux heures. Là, je prends un café. Plus tard, je serai au travail. Puis avec Isabelle. Puis avec Chloé. Je continue juste à être là pour les gens que j'aime. C'est tout ce que je sais faire. » Evelyne sentit les larmes monter et les refoula. « Je t'ai appelé démotivé. Je sais. Je pensais que tu gaspillais ton potentiel. Je sais ça aussi. Je suis désolé. » Antoine croisa son regard. « Mademoiselle Moreau, vous n'avez pas à vous excuser d'avoir des priorités différentes. La plupart des gens seraient d'accord avec vous. Une carrière, l'ambition, bâtir quelque chose, ce sont des choses précieuses. Elles ne sont juste pas. Elles ne sont pas ce pour quoi j'ai de la place en ce moment. Et si je faisais des accommodations, de vraies, pas d'obligations en soirée, frontières protégées, flexibilité totale d'horaire. J'apprécie, interrompit Antoine gentiment, mais je ne cherche pas à monter plus haut, je suis exactement où je dois être. Evelyne ne raconta la conversation à personne, mais les choses changèrent quand elle cessa de programmer des événements obligatoires en soirée. Quand des questions surgissaient, elle disait simplement que le format de l'après-midi générait une meilleure participation et passait à autre chose. Elle remania discrètement les responsabilités d'Antoine pour éliminer toute pression après les heures. Quand l'équipe exécutive questionna pourquoi un analyste senior ne prenait pas plus de leadership, elle détourna avec des métriques de performance qui parlaient d'elle-même. Elle fit un don anonyme au centre de soins longue durée Aurore, assez pour moderniser leur équipement et étendre les heures de visite. Elle commença à quitter le bureau plus tôt. Pas chaque soir, mais certains. Elle s'inscrivit à un cours de poterie. Elle appela sa sœur plus souvent. Elle lut des livres sans rapport avec la finance. De petits actes qui semblaient révolutionnaires. Son assistante le remarqua. « Vous allez bien ? Vous semblez différente ces derniers temps. »« Je vais bien ?» dit Evelyne, et réalisa que c'était vrai. Elle allait bien. Peut-être pour la première fois depuis des années. Elle regardait Antoine partir chaque jour avec une nouvelle compréhension. Il ne fuyait rien. Il courait vers quelque chose.
et pour la première fois, elle se demanda vers quoi elle courait elle-même. Après leur conversation au café, Evelyne reçut un bref email d'Antoine. Petit développement, jour personnel, pas de détails, pas d'explications. Mais le lendemain, à son retour, quelque chose était différent dans son expression. Pas du bonheur exactement, plus comme une éclaircie dans les nuages. Evelyne attendit l'après-midi, puis s'approcha de son bureau. « Tout va bien ?» Antoine leva les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il sourit. Petit, hésitant, mais sincère. « Isabelle a serré ma main hier soir. Le médecin pense que ça pourrait être volontaire. » Evelyne retint son souffle. « C'est énorme. Peut-être. Ça pourrait n'être rien. » Des mouvements réflexes arrivent, mais ils font des tests. C'est le premier changement depuis si longtemps. Antoine, c'est incroyable. J'essaie de ne pas trop espérer. Mais même en le disant, l'espoir était visible, fragile et terrifiant. Qu'a dit Chloé ? Elle a pleuré, des larmes de joie, elle veut faire une bannière de bienvenue. Il rit doucement. J'ai dû expliquer que maman pourrait ne pas revenir complètement, que ça pourrait s'arrêter là, mais elle insiste que c'est un miracle. Peut-être que ça l'est. Antoine secoua légèrement la tête. Je ne crois pas au miracle. Je crois à être présent, à être là, à tenir bon. Il s'arrêta. Mais si elle revient, même un peu, si elle peut communiquer, être partie de la vie de Chloé de manière réelle. Il ne finit pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, Evelyne se retrouva à passer devant l'Aurore. Elle n'entra pas. Elle resta juste sur le parking et regarda la voiture d'Antoine arriver pile à l'heure habituelle. Quelques minutes plus tard, elle le vit marcher vers l'entrée et remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Il courait presque. Plus tard, Isabelle Duval reprit conscience. Pas pleinement, pas complètement, mais assez. Assez pour reconnaître Antoine. Assez pour dire quelques mots. Assez pour sourire quand Chloé vint visiter sous permission spéciale. Les neurologues furent stupéfaits. Des cas comme celui-ci étaient rares, et quand ils survenaient, le niveau de récupération qu'elle atteignit était presque sans précédent. Antoine prit un congé prolongé pour être là pendant sa rééducation. L'entreprise l'approuva immédiatement avec la signature d'Evelyne. À son retour, Isabelle avait été transférée dans un autre établissement, axé sur la rééducation plutôt que sur le maintien. Le pronostic était incertain. Elle aurait besoin d'années de thérapie. Certaines fonctions cognitives pourraient ne jamais revenir pleinement. L'avenir était une vaste interrogation, mais elle était éveillée. Elle était là. « Comment va-t-elle » demanda Evelyne lors d'un bref point. Frustrée, épuisée, effrayée. Antoine sourit légèrement, mais elle essaie. Elle demande constamment après Chloé. Elle veut se souvenir de tout ce qu'elle a manqué. « Et toi ? Je suis reconnaissant, » dit-il simplement. J'ai eu plus de temps que je ne pensais. Des années de conversation à sens unique ont soudain des réponses. Elle ne se souvient pas de la plupart de ce que je lui ai dit, mais elle est là pour en créer de nouvelles. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, nous nous réapprenons mutuellement. Ça ne sera pas comme avant. Elle a changé, j'ai changé. Mais nous avons une chance de bâtir quelque chose d'ici. Evelyne hocha la tête, sentant l'émotion gonfler dans sa gorge. Tu ne l'as jamais abandonné. Non, acquiesça Antoine. Mais ce n'est pas spécial. C'est juste ce à quoi ressemble l'amour quand tout le reste est dépouillé. Plus tard, Evelyne Moreau assista à un petit barbecue dans un jardin. Ce n'était pas un événement corporate, pas du réseautage. C'était une invitation de Antoine et Isabelle Duval pour célébrer l'anniversaire de Chloé. Isabelle se déplaçait lentement, sa parole encore un peu laborieuse, mais elle était présente. Elle riait aux blagues de Chloé. Elle aidait Antoine à retourner les burgers. Elle remercia Evelyne 3 fois pour le cadeau apporté. « Il m'a raconté ce que vous avez fait », dit Isabelle doucement, quand elles eurent un moment seules. Changer les horaires, protéger ses limites, le soutenir. Je n'ai rien fait de spécial. Vous l'avez laissé tenir une promesse dont la plupart l'auraient libéré. Ce n'est pas rien. Evelyne regarda Antoine et Chloé lancer un frisbee, leur rire portant à travers la cour. « Il m'a enseigné quelque chose d'important, » dit Evelyne. « Sur ce qui compte. » « Et c'est quoi »
Evelyne pensa à son bureau d'angle, son titre, ses accomplissements, puis elle pensa à ceci, une fête d'anniversaire dans un jardin, une famille se reconstruisant lentement, une promesse tenue contre des obstacles impossibles, que certaines choses valent la peine de rester, dit-elle enfin, même quand tout le monde vous dit de partir. Isabelle sourit, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Plus tard, alors que le soleil se couchait et que les bougies étaient allumées sur le gâteau de Chloé, Evelyne se tint un peu à l'écart, observant la scène. Antoine croisa son regard et hocha la tête, un geste de reconnaissance et de gratitude. Elle hocha la tête en retour. Certaines promesses n'avaient pas de date d'expiration, et certaines personnes aimaient sans rien attendre en retour. Tout le monde ne grimpait pas vers la même chose. Et peut-être, juste peut-être, que c'était exactement comme cela devait être. Dans cette histoire touchante, tout décamment chante, nous découvrons une leçon profonde sur les vraies priorités de la vie, celle qui nous rappelle que l'amour et les promesses tenues valent bien plus que n'importe quelle ascension professionnelle. Antoine Duval, cet homme dévoué, choisit chaque jour de quitter son bureau à l'heure pour veiller sur sa femme Isabelle, plongée dans un coma interminable, et pour élever sa fille, Chloé, avec une tendresse infinie. Face à l'ambition implacable d'Evelyne Moreau, sa patronne obsédée par le succès, il incarne une fidélité inébranlable, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce vœu n'est pas une simple formule, c'est un engagement quotidien, un acte de courage silencieux qui défie le temps et le désespoir. Combien d'entre nous ont sacrifié des relations pour une carrière, ignorant que le véritable héritage se construit dans les moments intimes, les baisers posés sur un front immobile, les histoires lues à une oreille absente? Cet récit nous émeut parce qu'il révèle notre vulnérabilité. La vie peut basculer en un instant, et c'est alors que les choix authentiques émergent. Antoine nous enseigne que la réussite n'est pas une échelle à gravir seule, mais un chemin partagé où la persévérance en amour triomphe sur l'ambition égoïste. Et quand Isabelle émerge enfin, c'est la preuve que l'espoir, nourri par la constance, peut défier les pronostics. Chers amis, cette leçon nous invite à réévaluer nos propres vies. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Partagez vos réflexions en commentaire ci-dessous. Une histoire personnelle, une promesse tenue ou ce qui vous a ému dans ce récit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui touchent que le cœur et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, explorons les beautés cachées de l'existence humaine.